Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama, merci de venir nous rejoindre. Samuel Douer et moi, nous allons vous parler des deux films qu'on a sélectionnés cette semaine, parmi tous ceux qui sont sortis, à savoir Fleuve Noir de Éric Zonka et Paul Sanchez est de retour de Patricia Mazui. Et puis, on fera comme d'habitude le tour de quelques conseils que vous pourrez suivre, j'espère, pendant votre semaine, soit en DVD, soit à la télé. Samuel, bonjour. Bonjour Pierre. On va donc commencer tout de suite par un film qui va nous opposer, je n'en dis pas plus. Ce film s'appelle Fleuve Noir d'Éric Zonka, avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlin, et je te propose de voir un extrait de la bande-annonce qui va, je crois, situer tout de suite l'intrigue. Si vous trouvez quelque chose, ne touchez à rien. Ça lui ressemble pas, je veux dire, même ses cours, il en a pas loupé, il en loupe pas, il est comme ça, Je connais bien Dany. Ah bon? Ouais, je lui ai donné des cours particuliers de français l'année dernière. En tant que professeur, on devine pas mal de choses sans qu'il ait véritablement besoin de mots. Il s'est confié à vous? Sa famille est aveugle, elle l'étouffe. Je sais pas pourquoi ce monsieur vous dit ça, peut-être que c'est lui qui provoque ses humeurs chez mon fils. Si on fait cette battue, vous pensez qu'on peut retrouver son cadavre dans cette forêt? C'est glauque. Ah ça, c'est un rien film de le glauque. dire. Et c'est pour ça que ça me plaît bien, parce que moi j'aime bien les polars glauques. Mais je dois dire que les polars sont souvent très très noirs. Dans les polars noirs, celui-là en rajoute un peu, car on ne peut pas révéler tout ce qui se passe, mais lors du dénouement, on donne pas cher de l'humanité souffrante quand même. On va dire qu'il y a un double rebondissement à la fin qui en rajoute, quoi. Mais qui en rajoute un peu, et c'est vraiment pas la gloire des êtres humains. Non, pas du tout. Est-ce que c'est pour ça que... Ni de ce cinéaste d'ailleurs. Alors vas-y. Ah oui, moi j'ai trouvé ça horrible, quoi. Alors pas seulement parce que le film est glauque, ça à la limite oui, c'est parce son que droit. Est-ce que c'est ça? Non, est-ce que les films de Clouzot étaient souvent très très glauques aussi, et il y a beaucoup de chefs-d'œuvre dans le lot. C'est pas ça le problème. Non, c'est juste que ça marche pas du tout, quoi. Enfin, si, ça marche. C'est pas crédible, il n'y a pas de rythme. Ah si, mais il y a un rythme constant. Il y a un rythme, disons que oui, on va dire qu'il y a un rythme constant, mais disons qu'il est un petit peu étal, quoi, le rythme. Non, c'est vraiment pas possible, ce film, quoi. Le problème, c'est que moi, très vite, j'y crois plus du tout, quoi. Moi, cette histoire, à ce personnage que joue Vincent Cassel de flic alcoolo, à cette femme éplorée, à ce prof bizarre qui sert de voisin, dont on se rend compte très très vite qu'il est très très louche. Enfin, tout ça, je trouve ça. C'est justement l'univers d'un polar, parce que c'est extrait d'un. Oui, mais il y a des polars plus ou moins réalistes, quoi. Et celui-là, il ne le joue pas vraiment la carte du disparition réaliste, qui quoi. dérange. J'ai oublié le nom de l'auteur. Oui, mais en tout cas. Mais moi, alors, attends, moi, je suis rentré totalement avec le personnage de Vincent Cassel, qui en effet compose un maximum, c'est-à-dire avec son manteau sale ou sa chevelure pas lavée depuis quelques semaines, sa barbe conseilleuse, son scotch, il peut pas s'empêcher chaque fois qu'il va chez quelqu'un de demander à boire, il est tellement alcoolique. C'est un des rares gags du film où effectivement, il demande à tout le monde. Mais moi, je crois que si, comme moi, on accepte le personnage, on reste collé à ses basques en quelque sorte, plus il avance dans son enquête. Et moi, j'ai trouvé ça assez fascinant. Le problème, c'est que le personnage... Alors après, effectivement, c'est un parti pris. C'est un parti pris. Ce que fait Cassel, il cabotine à mort. Et pourquoi pas? Parce que ça peut être très bien, le cabotinage. Il est dans la... On va dire comme un Michel Simon, on va dire, pour aller vite. C'est ça. Donc, c'est sûr que c'est pas léger, ça peut être très bien. Alors, il y a des scènes où il s'en sort plutôt pas mal, et il y en a d'autres où c'est tellement outrancier que moi, il me fait rigoler. Et je suis pas sûr que ce soit le but recherché par Éric Zonka. De même pour Romain Duris, qui est plutôt bon, d'ailleurs, dans son registre. Lui aussi, cabotine à mort. Beaucoup aussi. C'est un personnage assez chargé aussi, il faut bien le dire. Et pourquoi pas? Mais... à bout d'un moment, on arrive vraiment à un match entre les deux. C'est à qui fera le plus d'effets, le plus de mimiques, on rajoutera le plus, que forcément, c'est assez marrant à regarder. C'est pas vraiment
raccord avec la tonalité générale du film, quoi. Ben, oui et non, parce que moi je trouve, enfin pour finir sur ce... Moi je trouve que tu as tout à fait raison quand tu parles de Michel Simon, parce qu'on pense à Gérard Depardieu. D'ailleurs, on va voir un extrait tout de suite, puisque c'est Gérard Depardieu. Tiens, on va le faire tout de suite. Voilà. C'est Gérard Depardieu qui devait... dès d'abord interpréter le rôle. Et justement, on a un moment où Vincent Cassel explique comment il s'est fait que c'est lui qui l'a remplacé. On regarde. Gérard Depardieu et moi, c'est pas pareil. Gérard, il est comme ça. Et avec Gérard, tout d'un coup, ça devenait presque un film documentaire. C'est-à-dire qu'un homme comme ça, un peu à bout de souffle, avec l'alcool, avec les problèmes avec son fils, je me dis comment je vais jouer ce truc-là. Donc je me dis qu'il va falloir que je m'abîme de manière artificielle, en fait. Donc j'avais rendez-vous avec Zonka à la maison, mais je dis à Eric, ne viens pas à la maison avant telle heure. Et entre-temps, je fais venir une costumière avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui s'appelle Virginie Montel, avec qui j'ai fait plusieurs films. Elle arrive avec un choix qui était le bon, comme d'hab. Je me mets en costume, j'avais cette idée, j'avais les yeux, les machins. Et je propose ça à Eric Zonka, et il me dit ah mais voilà, c'est super, on garde comme ça, etc. Boum, le lendemain, on attaque le tournage. Donc pour dire simplement ça, c'est que je trouve on avait déjà parlé de Michel Simon, Cassel retrousse les babines, comme ça il a des rictus de temps à autre, comme faisait Michel Simon, et je trouve que finalement, ce type qui est paumé, qui a des difficultés avec son propre fils, qui est seul, qui est alcoolique, mais qui est poussé par une sorte d'honnêteté, qui a même un élan de tendresse vis-à-vis de l'héroïne incarnée par Sandrine Kiberlin. Voire un peu plus. Moi, je le trouve assez fascinant. Et à partir du moment où on trouve fascinant le personnage, on marche vers ce qui est absolument invraisemblable. Tu as tout à fait raison. Mais les polars, est-ce que le grand sommeil de Hawks était vraisemblable? C'est pas que c'est vraisemblable, c'est que c'est incompréhensible, c'est autre chose. Oui, mais ce n'est pas vraisemblable non plus. Bon, enfin, voilà. Ce qui coince aussi dans le film, c'est qu'il y a un petit décalage entre les deux monstres, Cassel-Duris, qui donc ont un jeu assez réjouissant, mine de rien, et puis les autres personnages, et notamment cette pauvre Sandrine Kiberlin. Alors, est-ce qu'on sait, on sait que ça s'est très mal passé avec le réalisateur. Est-ce que c'est pour ça? Mais moi, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que je la vois, on a l'impression qu'elle regarde hors champ en disant « mais sortez-moi de là, sortez-moi de là ». Donc c'est quand même assez troublant. Ça, mais ça colle au personnage en même temps. Et il y a cette pauvre Élodie Boucher, c'est encore pire, qui joue quand même comme une savate. Alors c'est terrifiant. Ça, c'est le seul parti. Il y a quand même une scène très dramatique qui est ruinée par sa prestation. Et là, c'est bizarre parce que c'est quand même Éric Zonka qui l'avait révélé dans La vie rêvée des anges il y a une vingtaine d'années maintenant. Ouais, ça commence à faire. Où elle était très bien, quoi. Et alors là, comment elle peut passer à côté de ce personnage et jouer aussi faux? Qui est un joli personnage en même temps. Parce que le rôle de l'épouse. Bon, en gros, moi j'ai marché, toi pas du tout. Moi pas du tout. Alors à la limite, si vous voulez rigoler, allez-y. Mais non, si vous voulez frissonner, allez-y. Voilà. Bon, on s'arrête sur ce film qui s'appelle Fleuve Noir. Alors on va être peut-être un tout petit peu plus d'accord sur le deuxième film au programme, qui est donc un film de Patricia Mazui, qui avait fait Peau de vache à l'époque, et Saint-Cyr avec Isabelle Huppert, qui était très très bien. Là, ça s'appelle Paul Sanchez est revenu, point d'exclamation, et on commence par voir un extrait de la bande-annonce. C'est peut-être la fin d'une cavale de 10 ans. Paul Sanchez est activement recherché depuis le meurtre sauvage de sa femme et de ses 4 enfants il y a 10 ans. Sanchez. Quoi, Sanchez? 2 employés des serres de la Garrigue l'ont vu ce matin. Sanchez, c'est du vent, rien. Tu l'attrapes, ta vie change. Je comprends pas. La fois où il avait communiqué là, il y a 10 ans, c'était pour dire qu'il n'était pas coupable. Ça me dégoûte, mais je peux pas les sauver. Donc Paul Sanchez est revenu en effet. Il a commis un massacre quelque temps avant dans cette petite ville du Midi. C'est plus ou moins Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, c'est très inspiré par... En gros, qu'est-ce que ça donnerait? Et brusquement, le voilà qui revient, personne ne comprend pourquoi, que veut-il exactement, et il crée un lien étrange avec une fliquette qui elle-même a des rapports un peu bizarres avec son supérieur, et tout ça fait un film
original. Oui, assez surprenant. Oui. C'est ça qui m'a plu dans le film, qui est pas loin d'être parfait. Hein. C'est un peu bancal. Il y a des scènes qui tombent un peu à plat, mais d'autres qui sont très très réussies. Et ce qu'elle réussit assez bien, Patricia Mazui, c'est de mélanger un petit peu un vrai polar avec même de la vraie action. Là, des passages, c'est presque un western c'est un western, de la France, c'est un western, bien fichu. oui. Et des moments presque de burlesque, notamment au commissariat où il y a les étranges rapports entre la jeune gendarmette, c'est drôle, jouée par Zita Enro, et son supérieur, qui sont tous les deux aussi incompétents l'un que l'autre. Et c'est assez réussi. Et moi, j'aime bien ce genre de film-là qui essaie de mélanger les genres et qui arrive vraiment beaucoup à surprendre, quoi. Donc, c'est pas le meilleur film de Patricia Mazui, mais c'est quand même, il y a vraiment quelque chose dedans. Laurent Lafitte est très bien, et on ne peut pas là non plus exactement raconter ce qui se passe, là non plus, et on ne va pas le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle veut nous montrer quand même, je pense, une société qui est à bout de nerfs. Et Paul Sanchez, ce fameux meurtrier, peut-être que tout le monde peut le devenir un jour ou l'autre à partir du moment où on est un peu énervé par ce qui nous arrive. C'est ça un peu ce qu'elle veut dire, je crois. Oui, c'est ce que montre très bien Laurent Lafitte dans son interprétation. Parce que déjà, ne serait-ce que physiquement, il change vraiment pratiquement de tête dans beaucoup de scènes. Et il a un jeu tantôt hébété, tantôt très dur. Donc effectivement, on a l'impression d'une personnalité plus que bipolaire, multipolaire, et qui donne effectivement cette impression que il est peut-être très gentil, il est peut-être horrible, et que tout le monde est un petit peu comme ça, quoi. Voilà, et qu'il suffit finalement de pas grand-chose pour qu'on devienne des Paul Sanchez. Enfin, espérons qu'on va se retenir encore quelques semaines, quelques mois, quelques années, j'espère. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qu'il faut voir. Oui, puis ça redonne un petit peu visibilité à cette réalisatrice qui n'a pas beaucoup tourné, alors parce ses films n'ont pas toujours très très bien marché. C'est aussi quelqu'un qui a la réputation d'être assez entier, et donc pas forcément évident à gérer. Mais on parlait de Saint-Cyr, qui était quand même vraiment un film qui avait réussi à donner beaucoup d'énergie au genre assez suranné du film historique. Et là, elle s'attaque au polar avec quand même un regard assez original. Et avec une Isabelle Huppert dans Saint-Cyr qui était vraiment splendide. Parce qu'on dit toujours qu'Isabelle Huppert est splendide, mais là, elle l'était véritablement. Madame de Maintenon, au moment de sa plongée en bigoterie, elle faisait très très peur. Parfait. On va passer, Samuel, si tu veux bien, au conseil. On commence par toi, avec un livre que tu voudrais conseiller qui s'appelle, je crois, Comment j'ai fait 100 films, 100, pas 99 100. Plus 1, sans jamais perdre un centime, de Roger Corman. On va dire ce sont les souvenirs de Roger Corman. C'est un livre qui datait d'il y a quelques années déjà, qui vient tout juste d'être traduit en France aux éditions Capricci. Alors Corman, c'est le pape de la série B. Il a réalisé beaucoup de films, il en a produit encore plus. Il a révélé beaucoup des grands noms du nouvel Hollywood, que ce soit les acteurs ou les réalisateurs, Jack Nicholson, Peter Fonda notamment. Et donc là, en fait, il raconte, comme il le dit, en montant un petit peu, parce qu'il a quand même perdu un petit peu de sous dans ses films, voilà comment il arrivait à tourner pour pas grand-chose des films qu'il arrivait à vendre très très cher après. Alors c'est à la fois c'est très pratique, en fait c'est vraiment le cinéma tel qu'il se fait de manière un peu artisanale, avec pas mal de roublardise. C'est un très bon conteur, donc ça se lit vraiment, vraiment bien. Pas la peine d'avoir vu ses films pour apprécier son récit. En tout cas, voilà, c'est vraiment un livre très, très plaisant à lire, bourré d'anecdotes marrantes, et c'est aux éditions Capricci. Moi, je vais parler de la reprise en salle de Le Party de Black Edwards. Beaucoup de gens l'ont vu, mais on peut le revoir, à mon avis, à satiété. Ça commence, comme chacun se souvient, par une explosion dans un tournage où le héros, interprété par Peter Sellers, appuie sur la dynamite quand il ne faut pas. Puis ça continue quand, par erreur, il est invité dans cette partie. Il perd un mocassin dans une espèce de décor absolument absurde, où des petites rivières circulent dans des appartements à Los Angeles, là-bas. Il le récupère sur un plateau de petits fours. Et puis alors, il y a surtout un moment sublime où il y a un maître... Non, pas un maître d'hôtel, un loufia. Un loufia, ivre-mort, qui est terrorisé par un maître d'hôtel qui manque de l'étrangler à chaque fois et qui perd la boule dans une réception comme ça. Il arrache des cailles en enlevant des postiches à des starlettes. Enfin, c'est inénarrable. C'est un film pratiquement sans dialogue, totalement surréaliste en quelque sorte. Exercice de mise en scène, de montage, le sens du comique est toujours... c'est le génie de Black Edwards. Il fait toujours durer les scènes un peu plus longtemps que prévu pour créer le malaise, mais c'est toujours très drôle, quoi. Vraiment, si par hasard, ceux qui nous écoutent ne l'ont pas vu, précipitez-vous. Alors, troisième conseil, un
film à la télé. Un film à la télé, à voir sur Ciné Plus Classique, donc c'est une chaîne payante, mais là, l'été, sur les chaînes gratuites, le cinéma, c'est pas terrible. Donc c'est un film de Richard Fleischer. Alors toi, tu aimes beaucoup Black Edward, moi je voue un culte à Richard Fleischer, grand artisan du cinéma hollywoodien, pas suffisamment apprécié à sa juste valeur, parce qu'on a considéré, comme il faisait tous les genres, il a fait tous les styles, on nous a dit qu'il n'a pas de personnalité. En fait, si, il en a une. Et là, c'est un film policier qui s'appelle « Les flics ne dorment pas la nuit », « The New Centurions » en version originale, qui est un petit peu l'ancêtre de toutes ces séries policières américaines sur la vie des flics dans les commissariats, genre NYPD Blues. En gros, ça vient vraiment de ce film-là. C'est la vie d'un duo de flics à Los Angeles, un jeune, un vieux. Et voilà, et c'est hyper documentaire, c'est vraiment la vie du commissariat au ras des pâquerettes, sans grands événements, mais la vie de tous les jours, avec vraiment une humanité, c'est à la fois une humanité dans le traitement des personnages, et puis des scènes d'action incroyables, avec la mise en scène très sèche, toujours très nerveuse de Fleischer. Vraiment un très très grand polar des années 70 à voir et à revoir sur Ciné Plus Classique. C'est ce dimanche à 20h45. Je partage ton enthousiasme. Et alors moi pour finir, je voudrais conseiller un DVD. C'est un film qui est sorti il y a quelques semaines. Il s'appelle Phantom Thread, je le montre, là, de Paul Thomas Anderson. C'est, paraît-il, le dernier rôle de Daniel Day-Lewis. Paraît-il, on verra, peut-être le temps de changer de vie. C'est l'histoire d'un couturier célèbre. Et ce qui est absolument génial dans ce film, c'est qu'il évolue tout le temps. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'est-à-dire qu'on part sur un type qui terrorise un peu tout le monde, et puis on s'aperçoit que celle dont il est tombé amoureux commence à le terroriser un peu. Elle résiste, en tout cas. Et puis, ça devient presque un suspense hitchcockien, et puis ça devient un film d'amour fou, et puis ça devient quand même autre chose. Il y a des plans inouïs, et moi, ça confirme que Paul Thomas Anderson, qui avait fait Boogie Nights, qui est un film formidable, Magnolia... Baby Blood. Ouais, voilà, avec toujours Daniel Day-Lewis. C'est un des plus grands auteurs, mais vraiment, regardez-le, voyez-le. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je pense que tu es d'accord. C'est un des plus beaux films de l'année, et avec vraiment la direction artistique. C'est peut-être parce qu'il est couturier, le personnage principal, mais alors il y a... Mais on ne sait pas s'il est bon ou pas, mais d'ailleurs. Voilà, en fait, c'est un couturier du Gotham, mais un peu trop classique, quoi, voire un peu vieillot. Mais alors, la mise en scène autour de ça, alors qui est beaucoup plus classique que d'habitude pour Anderson, là, qui en fait peut-être un peu moins que d'habitude, mais alors c'est virtuose de bout en bout. Mais c'est très audacieux au point de vue, enfin sur le fond, c'est un film... C'est un peu moins visuellement fort, voilà, mais sur le fond, fond, c'est un film drôlement barré quand même. Ah oui, très barré. Ça va très très loin. Très barré. Donc Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Bon, on va s'interrompre quelques semaines, le temps que vous puissiez partir, nous regretter un peu, mais avant de vous retrouver dans quelques semaines, Sam, on va peut-être juste donner pour le mois d'août quelques titres, parce que l'actualité du cinéma continue. Comme chaque année, en fait, le mois de juillet est souvent un petit peu faiblard, mais alors ça repart toujours très très fort début août, et alors il y a quand même de quoi faire. Alors on commence par le 1er août. Dès le 1er août, il y aura des gros mastodontes, mais on ne va pas vous parler des mastodontes, on va vous parler de films plus confidentiels. Alors il y a My Lady de Richard Eyre, très belle adaptation d'un roman de Ian McEwan avec Emma Thompson, peut-être dans le rôle de sa vie, le rôle d'une juge confrontée à une décision très difficile à prendre. Elle est extraordinaire. Et la même semaine, vous pouvez aller voir un dessin animé taïwanais. Alors, on dit comme ça fait bizarre, mais c'est vraiment très très beau. C'est une jeune réalisatrice taïwanaise qui vit désormais aux États-Unis, qui raconte plus ou moins son enfance à Taïwan, dans un style d'animation qui évoque beaucoup le cinéma de Isao Takahata. Donc ça a l'air très enfantin comme ça, mais derrière ces dessins très ronds, très tendres, il y a une certaine noirceur. Le film est vraiment très très beau. C'est à voir pour les enfants, des 8-10 ans, mais les adultes sont vivement invités à aller voir ce film. Et ça, c'est le 1er août. 1er août. Alors la semaine suivante, il y a Le Poirier sauvage de Nouri Bilge Ceylan, qui, selon moi, aurait dû avoir une Palme d'Or à Cannes, ou en tout cas un Grand Prix. Enfin, il a déjà été... En tout cas, il a été souvent primé, mais c'est au moins aussi beau, mais différent que Winter Sleep, qui lui a valu sa palme il y a 3 ans, 4 ans. Donc Le Poirier sauvage, ne le ratez pas. Évidemment, 3 heures. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, ça les vaut. On passe au 22. Alors le 22 août, ce film, il a été primé à Cannes, celui-là. C'est Black Klansman de Spike Lee.
C'est pas son meilleur film. C'est pas son meilleur film. Alors, c'est une comédie sur un sujet grave qui est le racisme et l'emprise du Ku Klux Klan sur la société américaine. C'est du Spike Lee très énergique, très efficace. Très populaire au bon sens du terme. Voilà, ça se regarde. C'est efficace. Un poil bourrin, mais assez toujours, plaisant. toujours. Et un très très bon comédien qui est le fils de Denzel Washington, qui est vraiment très étonnant. Voilà, et on finit par le 29. Vous voyez, vous avez vraiment tout le temps d'aller au cinéma pendant le mois d'août. Alors, tu voulais parler du film de Nicolas Philibert. Le nouveau documentaire de Nicolas Philibert qui a passé 3 ans dans une école de formation des infirmiers et infirmières. Et ça raconte le parcours, les tout débuts d'une promotion d'infirmiers et d'infirmières. C'est comme d'habitude chez lui, c'est vraiment un récit d'initiation, une très grande attention apportée à tous ces personnages. Et c'est un film qui en dit beaucoup, très très long sur le système de santé français et qui est absolument bouleversant. Et alors, pour finir, mais quand je dis pour finir, tout devrait commencer par, toujours le 29 août, il y aura le film de Lee Chang-dong qui s'appelle Burning, qui a fait l'unanimité à Cannes. Encore un film pas primé, oublié par le jury. C'est vraiment tout le monde. Le film n'a jamais eu des notes aussi bonnes de la part de la critique internationale à Cannes. C'est vraiment un grand mystère qui n'est absolument rien eu. C'est incroyable parce que c'est splendide. Mise en scène, un peu long, mais pas grave, là encore, parce que ça tient le coup. Mise en scène superbe, acteur. Ambiguïté, c'est un polar en même temps. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est pas du tout un film ésotérique. Non, il y a une disparition. Il y a une disparition, il y a une enquête. Donc voilà, Burning. Surtout, ne ratez pas Burning. Et bien voilà, ça sera notre dernier conseil de la saison. Merci de nous avoir regardés jusqu'ici. Bonnes vacances et à très vite. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.